Vieillir est quelque chose que nous affrontons tous, mais qui dit que cela doit être quelque chose de négatif? Oui, le corps change, l'esprit aussi. Et il y a des moments où tout semble être un rappel de ce qui est en train de se perdre. Mais, au lieu de voir cela comme un fardeau, pourquoi ne pas apprendre à l'accepter avec un peu d'humour et beaucoup de philosophie? Tout au long de ce scénario, nous allons explorer ces petits désagréments du vieillissement. Des douleurs articulaires aux oublis occasionnels, en passant par l'adaptation aux nouvelles technologies. Nous le ferons avec le sourire, parce qu'au final, tout fait partie du processus. Avec la philosophie stoïcienne comme guide, nous apprendrons à accepter ce que nous ne pouvons contrôler et, au lieu de lutter contre le passage du temps, à trouver la paix en lui. Vieillir n'a pas à être un obstacle. Cela peut être une opportunité de vivre avec plus de sérénité, de sagesse et surtout d'autocompassion. Alors, sans plus de préambule, commençons avec le premier point. 1. La nostalgie de la jeunesse. Le vieillissement arrive inévitablement avec un ensemble de changements, et l'un des premiers à se manifester est la nostalgie des années passées. Souvent, nous nous retrouvons à regarder en arrière, souhaitant que nous puissions revivre ces moments de jeunesse, quand l'énergie était illimitée, les décisions semblaient plus simples et l'avenir, une série de possibilités infinies. C'est naturel, n'est-ce pas? La jeunesse est une étape pleine de promesses, de nouveaux départs, et dans de nombreux cas, d'expériences qui nous définissent. Mais la vérité est que, en regardant en arrière, nous pouvons tomber dans le piège de penser que ces années étaient meilleures que celles que nous vivons maintenant. Et cela, bien que ce soit une réaction humaine commune, ne nous sert pas toujours. La nostalgie peut être une amie fidèle, qui nous réconforte dans les moments de doute, mais elle peut aussi être un obstacle. Lorsque nous nous accrochons à ces souvenirs avec trop de force, nous cessons de voir ce qui est devant nous. Au lieu de voir le vieillissement comme une perte, pourquoi ne pas apprendre à l'accepter comme une évolution naturelle, une opportunité de gagner de nouvelles perspectives? La nostalgie de la jeunesse, bien qu'elle soit compréhensible, ne doit pas être un fardeau que nous traînons tout au long des années. La vie est un processus continu de changement, et chaque étape a sa propre valeur. En fait, si nous regardons attentivement, il y a quelque chose de beau dans chaque phase de la vie, même lorsque les souvenirs du passé nous sont présentés avec une couche d'idéalisation. Le défi est de pouvoir accepter et apprécier le présent, au lieu de désirer quelque chose qui est déjà passé. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et notre attitude face aux événements. En apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, comme le passage du temps, nous pouvons nous libérer du piège de la nostalgie constante. Au lieu de résister à ce que nous avons perdu, nous pouvons commencer à voir le vieillissement comme un gain, la sagesse accumulée, le calme qui vient avec l'expérience et la profondeur que seules les années peuvent nous donner. Oui, la jeunesse a sa magie, mais la maturité aussi. La sérénité qui émerge en acceptant que chaque étape de la vie a son but est quelque chose d'inestimable. Alors que dans la jeunesse, les émotions sont souvent déclenchées avec intensité, dans la maturité, il y a une paix qui vient de la reconnaissance, que tout n'est pas sous notre contrôle. Le vieillissement nous enseigne à lâcher prise, à ne pas nous accrocher à ce qui a déjà été, mais à accepter ce qui est à venir avec confiance. Alors, au lieu de laisser la nostalgie nous limiter, pourquoi ne pas l'utiliser comme un rappel de la distance que nous avons parcourue? La jeunesse sera toujours un beau souvenir, mais c'est ici et maintenant que nous pouvons continuer à construire notre vie. 2. Les problèmes de digestion inévitables. Au fur et à mesure que nous vieillissons, beaucoup d'entre nous se retrouvent face à une vérité indéniable. Le système digestif, autrefois efficace et fiable, commence à fonctionner différemment. Ce que nous pouvions manger facilement auparavant semble maintenant résister à être traité de la même manière. Les repas qui étaient autrefois de simples plaisirs peuvent devenir des batailles internes. Et il n'est pas rare qu'après un dîner, nous nous demandions ce qui s'est passé avec cet estomac qui, dans sa jeunesse, pouvait gérer presque n'importe quoi.
Il est curieux de voir comment, au début, nous rions des plaintes sur la digestion que nous entendions de nos parents ou grands-parents, pensant qu'elles ne nous affecteraient jamais de la même manière. Mais nous voilà, avec l'impression qu'un simple plat de pâtes devient un défi pour l'estomac, ou que le dessert, aussi délicieux soit-il, pourrait avoir des conséquences inattendues. Les problèmes digestifs peuvent aller de simples gênes à quelque chose de plus persistant. Mais la vérité est que nous passons tous par cette étape à un moment donné. Le vieillissement nous rappelle que rien n'est exempt de changement, pas même quelque chose d'aussi basique que la digestion. Au fil des ans, notre corps subit une diminution de la production d'enzymes et d'acide gastrique, ce qui affecte la façon dont nous traitons les aliments. Ce n'est pas une tragédie, mais une adaptation du corps aux années qui passent. La leçon ici n'est pas de se lamenter sur les limites du corps, mais d'apprendre à écouter et à respecter ce qu'il nous dit. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la clé n'est pas de résister à l'inévitable, mais d'accepter et de nous adapter à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de nous plaindre d'une digestion plus lente ou de coliques après un repas, nous pouvons apprendre à prendre les choses avec calme. C'est là que réside la sagesse. Le vieillissement est simplement un signe que notre corps change. Et notre tâche est d'apprendre à en prendre soin avec patience, sagesse et auto-soin. Peut-être est-il temps d'être plus conscient de ce que nous mangeons, de prendre un peu plus de temps pour savourer la nourriture et d'accepter que même si nous ne pouvons plus manger ce que nous voulions à la même vitesse ou en même quantité, il y a d'autres plaisirs que nous pouvons également apprécier. Le défi n'est pas de se lamenter sur ce que nous ne pouvons plus faire, mais de trouver de nouvelles façons de prendre soin de notre corps et de le nourrir correctement. La digestion peut être l'un de ces petits rappels que, avec l'âge, tout nécessite un peu plus d'attention. Mais si nous apprenons à écouter notre corps, à nous adapter à ses besoins, nous pourrons trouver la paix dans ce changement, sans nous frustrer ni avoir l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. 3. La résignation face au déclin de la vue. Le passage du temps laisse des traces, et l'une des plus notables est sans aucun doute la vue. Au début, tout semble suivre son cours naturel. Les lettres des livres, les numéros sur le téléphone, les visages des amis, tout est clair et accessible. Mais un jour, sans préavis, tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose de plus que tes yeux pour lire ce menu au restaurant ou pour voir l'horloge au réveil. Les lettres ne sont plus aussi nettes, et la distance entre toi et l'écran de ton téléphone semble avoir augmenté de nulle part. Et puis, arrive l'inévitable résignation. Tes yeux, ceux qui ont toujours eu confiance en toi, ne te servent plus de la même manière. Te souviens-tu qu'en jeune, nous pouvions lire un livre dans l'obscurité, sans aucun problème? Il semblait que nos capacités physiques étaient illimitées. Mais maintenant, cette même page a besoin de plus de lumière, et cette petite lettre devient une sorte de défi digne d'un expert en technologie. Cependant, loin de nous lamenter à ce sujet, il est important de commencer à accepter que c'est simplement un autre aspect du vieillissement. C'est un processus naturel, et bien qu'il puisse initialement générer de la frustration, il nous offre également une opportunité d'adaptation. La vision est l'un de ces domaines où la philosophie stoïcienne peut être particulièrement utile. Elle nous enseigne que, au-delà de ce que nous pouvons voir avec les yeux, il y a ce que nous pouvons apprendre à voir avec l'esprit. Le déclin de la vue ne doit pas être un signe de perte, mais un signal que nos priorités doivent changer. Peut-être est-il maintenant temps de nous concentrer davantage sur ce qui compte vraiment. Les relations, les moments présents, la paix intérieure. Les petites difficultés qui surgissent avec l'âge, comme celle-ci, nous invitent à prendre conscience de notre fragilité et à accepter nos limites avec sérénité. Au lieu de lutter contre l'usure inévitable de notre vue, pourquoi ne pas commencer à utiliser ce changement comme une façon de voir le monde différemment? Peut-être qu'au lieu de voir tout avec la même clarté qu'avant, nous pouvons apprendre à voir les choses avec plus de profondeur. Parfois, lorsque les détails les plus petits nous échappent, ce qui reste est l'essence.
Accepter le déclin de la vue ne signifie pas se rendre, mais trouver d'autres façons de se connecter au monde. Que ce soit à travers une lecture plus posée, l'utilisation de lunettes ou tout simplement en apprenant à apprécier les choses différemment, le vieillissement nous donne l'opportunité d'apprendre à voir avec le cœur, pas seulement avec les yeux. Alors, au lieu de résister, avançons avec l'idée que, tout comme avec n'importe quel autre changement physique, l'important n'est pas ce que nous perdons, mais comment nous décidons de nous adapter. Et même si la vue n'est plus ce qu'elle était, cela ne signifie pas que notre monde a perdu sa beauté. 4. Quand les vitamines deviennent votre routine quotidienne. La jeunesse est cette période où nous nous croyons invincibles, immunisés contre les maux du corps. À cette époque, les vitamines semblaient quelque chose d'optionnel, un supplément que prenaient les personnes âgées ou les malades. Qui a besoin de vitamines quand l'énergie coule sans effort et que le corps semble ne jamais se fatiguer? Cependant, en atteignant un certain âge, les choses changent, et ce qui était auparavant un concept lointain devient maintenant une partie essentielle de notre routine quotidienne. Il est curieux de voir comment, avec le passage des années, les petites pilules et capsules deviennent des compagnons fidèles de notre vie. Ce qui était autrefois des habitudes étrangères se sent maintenant nécessaire. Le calcium pour les os, la vitamine D pour l'énergie, les antioxydants pour maintenir la vitalité. Au début, on pourrait se sentir un peu étrange avec tout cela, comme si on entrait dans un club exclusif dont on n'avait pas l'intention de faire partie. Mais, avec le temps, vous réalisez que la routine des vitamines n'est pas seulement une mode. C'est un rappel que votre corps a besoin d'un peu plus d'attention, d'un petit coup de pouce pour rester en équilibre. Ce changement est un bon exemple de comment le vieillissement nous apprend à écouter davantage notre corps. Alors qu'à la jeunesse nous pouvions sortir sans souci, il est maintenant nécessaire de donner au corps ce dont il a besoin pour continuer à fonctionner de manière optimale. Il est possible qu'au début, vous vous sentiez un peu dépassé par les nouvelles obligations qui surgissent avec l'âge. Mais si nous le regardons d'un point de vue stoïcien, ces petites adaptations sont simplement une partie du processus d'acceptation de ce que le temps nous apporte. Comme pour tout autre changement lié au vieillissement, l'astuce est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous adapter de manière sage. Pourquoi résister à l'idée de prendre des vitamines si c'est quelque chose que notre corps a besoin pour rester dans son meilleur état? Accepter que les vitamines deviennent une partie fondamentale de notre vie quotidienne n'a pas à être un fardeau. Au contraire, c'est un acte d'auto-soin, un acte de respect envers notre corps, qui, malgré les années, continue de fonctionner de la meilleure façon possible, même s'il a parfois besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Alors, au lieu de voir les vitamines comme un signe que nous vieillissons, pourquoi ne pas les considérer comme un rappel qu'avec le passage du temps, nous pouvons apprendre à mieux prendre soin de nous et avec plus de conscience. Chaque capsule est un investissement dans notre bien-être, un acte de sagesse qui nous permet de profiter au maximum des années à venir. Et, à la fin de la journée, si ces vitamines nous aident à rester en bonne santé et énergiques, y a-t-il vraiment quelque chose à redire? 5. La surveillance constante avec des bilans de santé. Je me souviens quand, dans mes années de jeunesse, les bilans de santé étaient presque une formalité à laquelle on pensait rarement. Un rhume ici et là, quelques douleurs passagères, et tout suivait son cours sans grande complication. Mais avec le temps, ce qui semblait autrefois inutile devient maintenant une partie de la routine. Les bilans de santé ne sont pas seulement une bonne pratique, ils deviennent une nécessité. Ce qui était autrefois une option est maintenant une action préventive, une façon de s'assurer que tout fonctionne le mieux possible. Soudain, les visites chez le médecin deviennent plus fréquentes. Ce n'est pas que vous vous sentez mal, mais c'est maintenant que vous êtes le plus conscient de l'importance de rester au courant de votre santé. Ce qui était autrefois un examen général devient maintenant une série de tests qui nous invitent à être attentifs à tout, depuis les niveaux de cholestérol jusqu'à l'état de nos os. Ces bilans peuvent être inconfortables et parfois même inquiétants.
mais c'est une réalité inévitable. À mesure que nous vieillissons, nos corps ont besoin de plus d'attention et ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. L'approche stoïcienne nous enseigne que la vie est remplie de ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais que notre réponse à cela est la seule chose qui dépend vraiment de nous. Les bilans de santé ne doivent pas être vus comme un rappel que nous vieillissons ou que nous perdons quelque chose, mais comme une opportunité de rester en équilibre, de s'assurer que nous sommes toujours capables de vivre pleinement et avec énergie. Si nous comprenons que la santé nécessite une surveillance constante, il est possible de voir ces examens médicaux non pas comme un fardeau, mais comme un acte d'auto-soin. Parfois, l'esprit peut nous amener à penser que ces visites chez le médecin sont une corvée, comme une confirmation que nous sommes plus proches de la vieillesse. Mais, si nous changeons de perspective, nous pouvons les voir comme un moyen de garder le contrôle sur ce que nous pouvons influencer, notre santé. Au final, les bilans de santé nous permettent de profiter davantage de la vie, en nous assurant qu'il n'y a pas de surprises désagréables sur le chemin. Accepter ce processus comme une partie naturelle du vieillissement nous permet de vivre avec plus de tranquillité et de sécurité. Par conséquent, au lieu de craindre ou de résister aux visites fréquentes chez le médecin, nous pouvons les voir comme un moyen de rester en bonne santé et actif. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à voir le soin de notre santé comme un investissement non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre paix mentale. Ainsi, les bilans de santé cessent d'être un fardeau et deviennent un rappel que prendre soin de nous-mêmes ne se démode jamais. 6. Le vide laissé par le départ de vieux amis. L'un des aspects les plus douloureux du vieillissement est le départ de ceux avec qui nous avons partagé tant de moments. Les amis de toute une vie. Ces compagnons avec qui nous avons passé des heures, des jours, des années, partageant des rires, des histoires, et dans de nombreux cas des défis. La mort, l'une des rares certitudes de la vie, emporte certains d'entre eux, nous laissant un vide qui semble parfois impossible à combler. La nostalgie de ces jours partagés devient un rappel constant de ce qui n'est plus, et le processus de perdre des amis proches peut être plus douloureux que tout changement physique ou émotionnel que nous expérimentons. Ce vide, bien que douloureux, est aussi une invitation à la réflexion. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, bien que la perte soit inévitable, ce qui compte vraiment est notre réaction face à elle. La tristesse est naturelle et le deuil est une partie valide du processus, mais la façon dont nous affrontons ce départ a le pouvoir de transformer notre perspective. Au lieu de voir la mort comme une défaite, nous pouvons la voir comme une partie du cycle de la vie, quelque chose qui fait partie du flux naturel du monde. L'accepter ne signifie pas cesser de ressentir, mais apprendre à vivre avec la tristesse sans qu'elle nous consume. Il est facile de tomber dans la tentation de penser que tout ce que nous étions avec ses amis est perdu à jamais, mais la réalité est que les souvenirs et les enseignements que nous avons partagés restent vivants en nous. Chacun de ces moments partagés nous a laissé quelque chose de précieux, une leçon, un rire, un conseil. Le départ d'un ami peut nous laisser avec le sentiment que quelque chose est parti. Mais la philosophie stoïcienne nous invite à penser à ce qui reste encore. Les moments partagés ne disparaissent pas, ils se transforment en partie de notre histoire personnelle, quelque chose que personne ne peut nous enlever. Au lieu de nous accrocher à la tristesse de la perte, nous pouvons honorer ces amis en continuant avec leurs enseignements. Peut-être que nous ne pourrons plus partager de soirées café, mais leurs mots, leurs rires et leurs souvenirs vivent en nous. Le vieillissement nous confronte à de nombreux adieux, mais il nous donne aussi l'opportunité d'apprécier ce que nous avons déjà vécu, de remercier pour les moments que nous avons partagés et de comprendre que la vie continue. Et nous, en tant qu'amis de ceux qui ne sont plus, pouvons continuer à porter leur héritage. Le départ d'un vieil ami ne sera jamais facile à accepter, mais en embrassant la douleur avec une mentalité stoïcienne, nous apprenons à voir chaque adieu comme un rappel de la beauté éphémère de la vie. Et ainsi, malgré la tristesse, nous continuons à avancer,
portant dans notre cœur ceux que nous aimons et laissant leurs souvenirs nous inspirer à continuer à grandir avec gratitude et paix. 7. Le défi de rester à jour avec les tendances technologiques. Il y a à peine quelques décennies, la technologie semblait être un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. Les téléphones mobiles étaient une nouveauté et les ordinateurs de bureau, grands et lourds, occupaient des espaces dans les maisons comme des objets presque de musée. Mais maintenant, avec la rapidité avec laquelle les temps avancent, la technologie a pris un rôle dominant dans nos vies et rester à jour avec les dernières tendances peut sembler un défi monumental. À mesure que nous vieillissons, cette sensation de rester en arrière, de ne pas comprendre comment fonctionne une nouvelle application ou comment gérer ce dispositif futuriste, peut générer une déconnexion inconfortable avec le monde qui nous entoure. La vérité est que, aussi résistants que nous voulons être, le rythme de la technologie ne s'arrête pas, et nous nous retrouvons souvent pris dans une mer de mises à jour, de gadgets et de nouvelles plateformes qui semblent nous forcer à nous adapter sans relâche. Les jeunes semblent naviguer dans ce monde numérique avec une facilité étonnante, tandis que nous, parfois, nous sentons que la technologie va trop vite. Le simple fait d'essayer de comprendre les configurations d'une nouvelle application ou de recevoir des notifications constantes de nouvelles fonctionnalités peut être écrasant. Cependant, c'est ici que la philosophie stoïcienne a quelque chose de précieux à nous offrir. Au lieu de voir la technologie comme une force externe qui nous contrôle, nous pouvons apprendre à nous y adapter avec sérénité et acceptation. La clé est de comprendre que tout ne doit pas être maîtrisé au même rythme que les plus jeunes. Il n'est pas nécessaire d'être au courant de tout, mais nous pouvons apprendre à utiliser ce qui nous bénéficie vraiment et nous permet de rester connectés au monde autour de nous. Au lieu de nous obséder à apprendre chaque nouvelle tendance, nous pouvons nous concentrer sur les outils qui enrichissent vraiment notre vie quotidienne et nous aident à avancer. Au lieu de lutter contre la modernité ou de sentir que nous ne pouvons pas suivre le rythme, nous pouvons accepter que le vieillissement apporte une perspective différente sur ce qui compte vraiment. Peut-être que nous n'avons plus besoin d'être à jour avec toutes les dernières nouveautés, mais nous pouvons trouver dans la technologie ce qui nous aide à rester connectés, à rester informés et, surtout, à profiter des avantages d'un monde plein de possibilités. Le défi n'est pas d'essayer d'être un expert en tout, mais de maintenir une attitude flexible et ouverte. La technologie n'est qu'un outil, et en tant que tel, elle peut être utilisée judicieusement. À la fin de la journée, peu importe si nous maîtrisons le dernier réseau social ou si nous savons comment faire une vidéo en direct. Ce qui est important, c'est comment nous utilisons ces outils pour améliorer notre qualité de vie, rester en contact avec ceux que nous aimons et apprendre à profiter du présent. Alors, au lieu de laisser la technologie nous faire sentir insécurisés, utilisons la sagesse acquise avec les années pour profiter de ce qui nous apporte vraiment de la valeur. 8. La frustration face aux petites pertes de mémoire. Te souviens-tu quand tu pouvais te rappeler des noms, des dates et des détails avec la précision d'une horloge suisse? Il semblait que notre mémoire était aussi fiable qu'une bibliothèque bien organisée. Mais au fil des années, ces petits oublis commencent à être plus fréquents. Tu oublies où tu as laissé tes clés. Tu es surpris de ne pas te souvenir du nom d'une connaissance, ou tu restes à regarder ton téléphone en cherchant la raison pour laquelle tu l'as pris. Ces moments d'oubli, bien que banaux, peuvent être profondément frustrants, surtout lorsqu'ils nous affectent de manière inattendue. Au début, la perte de mémoire peut sembler insignifiante. Ce n'est qu'une distraction momentanée, pensons-nous, mais avec le temps, ces oublis s'accumulent et parfois nous laissent avec le sentiment que nous perdons quelque chose d'essentiel. Notre acuité mentale, la capacité de se souvenir de ce qui était autrefois facile. Cela peut générer un sentiment de vulnérabilité ou même une légère anxiété, car l'esprit qui était autrefois rapide et efficace est maintenant plus lent et plein de lacunes. Cependant, au lieu de voir ces oublis comme un signe de déclin, pourquoi ne pas les regarder avec une perspective plus calme et philosophique?
La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'esprit, tout comme le corps, passe par des cycles de croissance et de déclin. Et bien que ces oublis de mémoire puissent être frustrants, ils ne définissent pas notre valeur ni notre potentiel. Le vieillissement, avec tous ses petits défis, apporte également une sagesse et une capacité d'acceptation que la jeunesse n'a pas. Au lieu de nous obséder avec les oublis, nous pouvons apprendre à les voir comme faisant partie du processus naturel. Accepter que la mémoire ne sera pas toujours parfaite ne signifie pas abandonner, mais trouver des moyens de continuer à vivre pleinement malgré cela. Peut-être est-il temps de pratiquer l'autocompassion et de cesser d'exiger de nous la même acuité mentale qu'avant. Si nous oublions quelque chose, nous pouvons en rire sans peur ni honte, car ce qui compte vraiment n'est pas le nom oublié ou le numéro perdu, mais comment nous y faisons face. Au lieu de voir chaque petit oubli comme un échec, nous pouvons les voir comme une invitation à vivre davantage dans le présent, à profiter de ce que nous avons devant nous, plutôt que de nous inquiéter de ce que nous ne nous souvenons plus clairement. Peut-être qu'en lâchant prise sur l'obsession de tout contrôler, nous trouvons une paix et une liberté que nous n'avions pas auparavant. À la fin de la journée, les moments perdus dans notre mémoire ne nous définissent pas. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de vivre avec eux, de les accepter et de continuer à avancer avec sérénité. 9. Le réveil avec de nouvelles gènes que vous n'aviez pas la veille. Il est curieux de voir comment, en vieillissant, nous nous réveillons certains jours avec la sensation que notre corps nous a préparé une surprise nocturne. Une douleur ici, une raideur là, quelque chose qui n'était définitivement pas présent lorsque nous nous sommes couchés. Peut-être qu'au début, ce n'était qu'un léger inconfort dans le cou ou une gêne dans les genoux. Mais, avec le temps, ces petits réveils matinaux deviennent une constante. Chaque matin, nous nous retrouvons avec une nouvelle sensation d'inconfort, comme si le corps avait décidé, pendant notre sommeil, de se faire un petit rappel que les années passent. Ce phénomène peut être frustrant, voire déconcertant. Comment est-il possible que d'un jour à l'autre, de nouvelles gènes apparaissent que nous n'avions même pas remarquées auparavant? Et c'est que, à mesure que nous avançons dans la vie, le corps change. Les muscles, les articulations, même les nerfs, commencent à nous rappeler que nous ne sommes plus les mêmes que nous étions dans notre jeunesse. Mais le plus intéressant est la façon dont ces gènes peuvent nous apprendre quelque chose si nous choisissons de les voir d'un point de vue plus serein et réfléchi. Au lieu de commencer la journée avec irritation ou découragement, pourquoi ne pas prendre ces nouvelles gènes comme une opportunité de pratiquer l'acceptation? La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vie n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Les gènes physiques sont inévitables, mais elles n'ont pas à gâcher notre journée. Le fait qu'une nouvelle gène apparaisse chaque matin ne signifie pas que nous perdons quelque chose. Au contraire, c'est un rappel que, bien que le corps change, nous sommes toujours en vie et expérimentons la vie. L'important n'est pas la présence de ces gènes, mais comment nous décidons de vivre avec elles. Pouvons-nous en rire? Pouvons-nous accepter qu'avec le temps, le corps demande plus de soins et de patience? Les nouvelles gènes nous invitent à être plus conscients de notre corps, à l'écouter et à lui donner ce dont il a besoin pour continuer à fonctionner de la meilleure façon possible. Peut-être qu'en prenant un moment pour nous étirer, marcher ou simplement être plus prudents avec ce que nous mangeons, nous pouvons soulager une partie de cet inconfort. Le vieillissement n'est pas seulement une collection de pertes, mais aussi une série de leçons. Les gènes qui apparaissent chaque matin font simplement partie de cette leçon. Les accepter sans lutter contre elles est une façon de gagner en paix. Au lieu de les ressentir, nous pouvons les voir comme une opportunité d'apprendre à vivre avec plus de conscience, à prendre mieux soin de notre corps et surtout à ne pas laisser les petites gènes nous voler la sérénité que nous pouvons trouver même au milieu de l'inconfort. 10. Le douloureux réajustement de vos capacités physiques. Il arrive un moment où le corps commence à nous envoyer des signaux qu'il n'est plus le même qu'avant. Ces activités que nous faisions auparavant avec facilité, comme courir, sauter ou même soulever quelque chose de lourd, se sentent maintenant différentes.
Parfois, c'est une douleur inattendue dans le dos. D'autres fois, une fatigue qui arrive plus vite qu'avant. Ce réajustement de nos capacités physiques est l'un des aspects les plus difficiles du vieillissement, car il nous rappelle que nous perdons quelque chose que nous tenions pour acquis, notre force, notre endurance, notre agilité. La première étape pour accepter ce réajustement est de reconnaître que le corps, comme tout dans la vie, passe par des cycles. Les capacités physiques sont finies, et même si nous avons du mal à le voir, chaque étape a son propre rythme. Il est naturel de ressentir de la frustration lorsque nous réalisons que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions auparavant, mais cette frustration ne fait que nous éloigner de l'acceptation et de la paix. Au lieu de voir ce processus comme une défaite, nous pouvons apprendre à le voir comme une opportunité de réajuster nos attentes et de trouver de nouvelles façons de prendre soin de nous. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la seule chose que nous avons vraiment sous notre contrôle est notre attitude. Le corps changera, c'est inévitable, mais notre réponse à ces changements est ce qui compte vraiment. Au lieu de nous lamenter sur ce que nous ne pouvons plus faire, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons encore faire. Peut-être que nous ne pouvons plus courir des marathons, mais nous pouvons marcher plus lentement. Nous pouvons pratiquer le yoga. Nous pouvons opter pour des activités qui respectent les nouvelles limites de notre corps. Le réajustement de nos capacités physiques ne signifie pas renoncer à l'activité, mais trouver de nouvelles façons de profiter du mouvement, en nous adaptant avec sagesse. Accepter ce changement signifie aussi embrasser la patience. Nous ne pouvons pas attendre que le corps récupère ce qu'il a déjà perdu, mais nous pouvons travailler pour maintenir ce qui est encore fonctionnel. Des exercices plus doux, une routine d'étirement, une bonne alimentation et un repos adéquat deviennent notre nouvelle routine. Même si le corps change, notre esprit peut rester actif, notre passion pour la vie peut rester intacte. Au final, ce qui compte vraiment n'est pas combien nous pouvons soulever ou combien nous pouvons courir vite, mais comment nous nous adaptons au nouveau rythme de notre corps avec sérénité et gratitude. Le vieillissement nous donne l'opportunité d'apprendre à valoriser ce qui compte vraiment, à prendre soin de nous de manière plus sage et à trouver dans nos limites de nouvelles façons de grandir. Et, à la fin, c'est ce réajustement qui nous permet de continuer avec paix et dignité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger et encore moins imposer. C'est quelque chose que l'on gagne, que l'on construit à travers nos actions et nos attitudes. Mais comment y parvenons-nous lorsque nous vivons dans un monde où le respect semble se faire rare ? Beaucoup espèrent être traités avec dignité, mais peu s'arrêtent pour réfléchir à la façon dont ils gèrent eux-mêmes le respect, tant envers les autres qu'envers eux-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que, pour gagner le respect, nous devons d'abord le montrer, non seulement avec des mots, mais aussi avec nos actions quotidiennes. Au lieu de réagir impulsivement au manque de respect, nous devons répondre avec composture, avec une patience qui ne nous permet pas d'être entraînés à leur niveau. La véritable force ne se trouve pas dans le combat pour ce que nous croyons mériter, mais dans le maintien de notre calme, de notre fermeté et de nos valeurs, même lorsque d'autres tentent de les saper. Le respect ne repose pas sur ce que les autres pensent de toi, mais sur la façon dont tu te gères toi-même, comment tu gères tes émotions et comment tu maintiens la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Avec cela à l'esprit, il est temps de creuser comment nous pouvons agir de manière stoïcienne et pratique dans nos vies pour gagner le respect que nous recherchons tant. Ensuite, je vais partager 8 conseils que tu peux mettre en œuvre immédiatement pour commencer à construire cette base solide de respect, tant envers toi-même qu'envers les autres. Commençons par le premier. Conseil 1.
Souviens-toi que le silence est parfois la réponse la plus forte. Lorsque nous sommes confrontés à une provocation, la réaction immédiate est de nous défendre, de répliquer ou même d'attaquer. Nous nous sentons poussés à répondre parce que nous pensons que notre dignité est en jeu, que nous ne pouvons pas laisser les autres nous humilier ou nous manquer de respect sans conséquence. Cependant, dans de nombreux cas, le plus puissant que nous pouvons faire est de nous taire. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté, c'est un acte de contrôle et de maturité, quelque chose que les stoïciens savaient très bien. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, il cherche une réaction, il veut te voir perdre le contrôle. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en ne répondant pas, tu leur envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Tu fais clairement comprendre que tu ne peux pas être manipulé par leur tentative de te déstabiliser. Tu montres que, au lieu de jouer leur jeu émotionnel, tu préfères garder ta paix intérieure. C'est une façon de montrer ton pouvoir personnel, un pouvoir qui ne repose pas sur le besoin de réagir, mais sur la capacité de rester calme au milieu du chaos. Le silence, donc, n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un outil puissant pour garder le contrôle. Il nous permet de nous éloigner des émotions impulsives qui peuvent surgir dans la chaleur du moment et de répondre avec la clarté de la raison. Alors que d'autres luttent pour obtenir une réaction, tu choisis de garder ta position ferme, sans laisser rien ni personne te faire perdre ton cap. Cette attitude ne reflète pas seulement la force, mais aussi montre que tu n'es pas un esclave de tes émotions, ni de ce que les autres pensent de toi. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la décision de ne pas réagir. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de crier, d'insulter ou de te battre, tu renforces ton autocontrôle et tu montres du respect pour toi-même. Tu n'as pas besoin de te défendre à chaque attaque, car ta valeur ne dépend pas des opinions des autres. Tu ne te rabaisses pas au niveau de ceux qui essaient de t'humilier. Tu restes simplement ferme, sans céder à la provocation. Celui qui garde le silence dans les moments de tension montre qu'il a le contrôle de lui-même, qu'il sait ce qu'il vaut et qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se valider. Le silence te donne aussi du temps. Il te permet de réfléchir avant d'agir, de réfléchir à la situation et de décider si cela vaut vraiment la peine de perdre ton temps et ton énergie dans un conflit. Parfois, le mieux que nous puissions faire est d'observer, d'écouter et surtout de garder notre calme. Lorsque nous réagissons impulsivement, nous ne faisons que perpétuer le cycle du conflit. Mais lorsque nous choisissons de nous taire, nous brisons ce cycle et prenons le contrôle de la narration. C'est un acte de sagesse, parce que nous comprenons que toutes les batailles ne doivent pas être livrées. Le silence a un pouvoir si grand que, parfois, il est beaucoup plus efficace que n'importe quel mot. Lorsque tu refuses de tomber dans le piège de la provocation, tu deviens quelqu'un d'insurmontable. Non pas parce que tu es invulnérable aux critiques, mais parce que ta paix et ta dignité sont au-dessus de toute tentative de les perturber. La véritable force réside dans la capacité de garder son calme, même lorsque d'autres essaient de te faire sortir de ton centre. Dans ces moments, le silence est la réponse la plus forte, car il montre que, même si on t'attaque, on ne peut pas te contrôler. Arrête de penser que le respect ne s'obtient qu'à travers une réponse verbale ou une réaction. Parfois, le plus grand respect est gagné lorsque tu sais quand te taire, lorsque tu choisis de ne pas entrer dans la guerre de mots que d'autres veulent livrer contre toi. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu fais clairement comprendre que tu es maître de toi-même, que ta tranquillité n'est pas à vendre. Dans ces moments, le silence n'est pas seulement une réponse, c'est une victoire silencieuse qui reflète ta force intérieure et ta capacité à rester ferme sans que rien ni personne ne puisse te faire tomber. Conseil 2. Ne te rabaisse pas au niveau de ceux qui tentent de t'humilier. Les personnes qui tentent de t'humilier ne cherchent pas simplement une dispute, elles cherchent quelque chose de beaucoup plus profond. Elles veulent te voir tomber, elles veulent te voir perdre le contrôle, elles veulent que tu te rabaisses à leur niveau, que tu baisses la garde et que tu répondes à leurs attaques émotionnelles. La vérité est que,
Lorsque tu décides de t'engager dans ce combat, lorsque tu acceptes le défi de répondre, tu joues exactement le jeu qu'ils veulent que tu joues. Tu leur permets de te contrôler, de t'entraîner dans un espace où ta dignité perd de la valeur. Ton plus grand pouvoir réside dans le maintien de ta position. Il ne s'agit pas de se taire et de faire comme si de rien n'était. Il s'agit de ne pas permettre à personne de te rabaisser. La véritable force n'est pas d'être le plus bruyant ou celui qui répond immédiatement, mais de maintenir ta paix intérieure et de montrer que tout ne t'affecte pas. Répondre à la provocation ne fait que te rabaisser, peu importe ce que tu dis ou fais après. La véritable victoire est de ne pas tomber dans le jeu émotionnel des autres. Quand quelqu'un t'humilie, ce qu'il cherche vraiment, c'est à t'invalider. Il cherche à ce que tu perdes ton contrôle, que tu réagisses impulsivement et que tu montres ta faiblesse. Chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu te rabaisses, tu donnes à cette personne une petite victoire. Et ce n'est pas ce que tu veux. Il ne s'agit pas d'être passif, ni de laisser les autres te marcher dessus. Il s'agit de rester ferme, de ne pas laisser ce que quelqu'un dit ou fait te faire perdre ce que tu es. Ton respect ne dépend pas des opinions des autres, mais de la façon dont tu te gères toi-même dans les moments de tension. Chaque fois que tu te rabaisses et que tu entres dans leur jeu émotionnel, tu perds le contrôle. Ne te permets pas d'être une partie du drame que d'autres essaient de créer. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à te défendre, mais de la façon dont tu restes ferme même lorsque d'autres essaient de te renverser. Le respect se gagne avec la retenue, pas avec des réactions impulsives. Quand quelqu'un essaie de t'humilier, ne réponds pas à la provocation. Garde la tête haute, ne laisse pas ses mots ou ses attitudes t'affecter. C'est là la véritable force, celle qui se démontre avec calme, pas avec colère. Le respect que tu cherches ne se gagne pas par des cris ou des attaques verbales, il se gagne par la capacité à rester calme, à résister à la tentation de répondre de la même manière. La bataille pour le respect ne se gagne pas avec des mots rapides, mais avec la maîtrise de soi. Chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans la provocation, tu ne les laisses pas seulement derrière toi, mais tu leur montres que ton respect n'est pas à vendre. Les gens qui essaient de t'humilier essaient de te faire sentir petit pour se sentir supérieur. Ne leur permets pas de le faire. En restant ferme, sans te rabaisser, tu montres que tu as le contrôle total de toi-même. Ta dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la façon dont tu te comportes face à l'adversité. En choisissant de ne pas entrer dans leur jeu, tu ne te protèges pas seulement toi-même, mais tu leur fais comprendre qu'ils n'ont pas le pouvoir de t'affecter. La véritable force ne se mesure pas aux mots que tu dis au moment de la provocation. Elle se mesure à la façon dont tu restes ferme lorsque d'autres essaient de te renverser. Il n'y a pas de pouvoir dans la colère ou la vengeance. Le pouvoir est dans le calme, la fermeté et la dignité. C'est cela qui génère vraiment le respect. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'humilier, souviens-toi de ceci. Ne te rabaisse pas. La véritable victoire est de ne pas les laisser t'entraîner à leur niveau. Conseil 3. Garde ta posture droite et ton regard ferme en entrant dans une réunion. Il n'y a rien de plus important que la façon dont tu te présentes lorsque tu entres dans une pièce, surtout quand il s'agit de gagner du respect. Le langage corporel parle plus que les mots que tu peux prononcer. Chaque fois que tu entres dans une réunion, dans une conversation importante, ou même dans un espace où tu vas affronter des personnes qui ne te respectent peut-être pas, ta posture et ton regard sont la première déclaration de qui tu es. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la posture. Tu serais surpris de voir combien de personnes perdent de la crédibilité avant de dire un seul mot, simplement parce que leur corps reflète l'insécurité. As-tu remarqué comment les personnes qui ne sont pas sûres de leur valeur ont tendance à se courber, à détourner le regard ou à se recroqueviller? Cette attitude crie la faiblesse. Et dans un monde où le respect se gagne, c'est la pire carte que tu peux jouer. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord montrer que tu te respectes toi-même. Garde ton dos droit, tes épaules en arrière et ton regard ferme. N'entre pas dans une salle la tête baissée, comme si tu n'avais rien à apporter. Si tu le fais,
Tu laisses entendre que tu n'as rien de valeur à offrir, que tu ne mérites pas d'être pris en compte. Peu importe combien d'années d'expérience tu as ou combien ton CV est impressionnant, si ton corps parle d'insécurité, les autres le percevront avant d'entendre un seul mot de toi. Ce que tu vois chez les autres n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils projettent avec leur corps. Si tu entres avec la tête basse, les yeux fixés sur le sol, la seule chose que tu transmets est la soumission. C'est exactement ce que les gens qui ne te respectent pas vont interpréter. Tu es quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être écouté. Personne ne te respectera si tu ne te montres pas respectable. La posture droite et le regard ferme sont ta première ligne de défense et, en même temps, ta déclaration de principe. Ce sont les signes que tu es là pour prendre ta place, pour être écouté, pour ne pas permettre à personne de te marcher dessus. Il ne s'agit pas d'être arrogant, encore moins de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Il s'agit de te montrer comme quelqu'un de sûr de sa valeur, quelqu'un qui sait qu'il est dans cette pièce pour une raison et qui a le droit d'y être. Si tu ne te présentes pas avec cette certitude, personne d'autre ne le fera pour toi. Les autres liront ta posture comme une indication que tu es quelqu'un digne de respect ou, à défaut, quelqu'un qui ne mérite pas d'être pris en compte. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec chaque petite action que tu prends, avec chaque mouvement de ton corps, avec la façon dont tu te tiens devant la vie. Garde la posture droite, non pas parce que les autres l'exigent, mais parce que tu te l'exiges à toi-même. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais si tu veux qu'on te respecte, tu dois d'abord montrer que tu te respectes toi-même. Une posture ferme est la première barrière contre le mépris, l'indifférence et la tentative de te piétiner. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te faire sentir inférieur simplement à cause de la façon dont tu te présentes. La prochaine fois que tu entres dans une salle, fais-le avec confiance. La façon dont tu te présentes définit, plus que tu ne le penses, comment les autres te percevront. Si tu n'es pas capable de maintenir une posture ferme, si tu n'es pas capable de regarder dans les yeux ceux qui t'entourent, alors ne sois pas surpris si on ne te donne pas le respect que tu mérites. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, il s'agit de la façon dont tu te comportes. Garde ta posture droite, ton regard ferme et montre au monde que tu as le contrôle de ta place. Conseil 4. Répondez calmement lorsque quelqu'un vous interrompt en plein milieu d'une conversation. Les interruptions ne sont pas seulement un manque de respect, elles sont une tentative claire de vous priver de votre voix, d'invalider votre point de vue. Mais voici la vérité, personne n'a le pouvoir de vous retirer votre place dans une conversation, à moins que vous ne le permettiez. Si vous êtes interrompu, le monde n'est pas contre vous. Il teste simplement votre niveau de contrôle sur vous-même. Si vous répondez avec impatience, avec colère ou sur la défensive, vous perdez le contrôle. Vous démontrez que vous n'êtes pas capable de rester calme face à la provocation. Et s'il y a une chose que les gens respectent, c'est la capacité de rester serein, même lorsque les autres essaient de vous déstabiliser. Le secret n'est pas de se taire ou de céder. Le secret est de rester ferme et calme, sachant que votre voix ne dépend pas du fait que les autres vous laissent parler. Si quelqu'un vous interrompt, gardez votre sang-froid. Ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Ne vous mettez pas sur la défensive. Ce que vous cherchez à transmettre, c'est que votre position est si solide qu'une interruption ne va pas vous déstabiliser. Répondez-leur calmement, et vous verrez comment soudainement ce sont eux qui se sentent déplacés. Lorsque quelqu'un vous interrompt et que vous répondez calmement, sans perdre votre sérénité, vous envoyez un message clair. Peu importe combien de fois tu essaies de me prendre le contrôle, je suis ici pour me faire entendre et je ne me laisserai pas entraîner à ton niveau. C'est une attitude qui exige du respect, car, comme un volcan qui n'éclate pas à chaque mot lancé dans sa direction, vous restez fermement à votre place. Vous ne réagissez pas impulsivement, mais avec intelligence. Et c'est ce qui fait la différence. Ceux qui interrompent cherchent généralement à provoquer une réaction. Ils veulent que vous vous précipitiez, que vous soyez frustré. Si vous tombez dans ce jeu, ils gagnent et vous perdez.
En restant calme, vous ne démontrez pas seulement que vous avez le contrôle de vous-même, mais aussi que vous avez le pouvoir de définir le rythme de la conversation. Ne laissez personne voler votre temps ni votre espace. Chaque fois que quelqu'un vous interrompt et que vous répondez avec sérénité, non seulement vous prenez le contrôle, mais vous leur apprenez aussi que le respect se gagne avec patience et dignité, pas avec des cris ou des impositions. Votre voix a du poids, et ce poids ne doit pas dépendre du fait qu'on vous laisse parler sans interruption. Si vous avez appris quelque chose dans la vie, c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide pour être entendu. Vous avez juste besoin d'être capable de rester calme, de montrer que vos paroles ont de la valeur, même lorsque vous êtes interrompu. La véritable force réside dans le fait de ne pas être emporté par l'impatience, de montrer que votre valeur ne diminue pas à cause des attitudes des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous interrompt, ne vous énervez pas. Répondez-leur calmement, en étant sûr que ce que vous avez à dire est suffisamment précieux pour être écouté. Ne vous abaissez pas au niveau de l'interruption, gardez votre sang-froid et montrez que peu importe combien de fois ils essaient d'interrompre, vous ne laisserez pas cela vous faire perdre le contrôle. Le respect se gagne de la manière la plus puissante, non pas en réagissant comme tout le monde s'y attend, mais en répondant avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il a le contrôle de lui-même et de la situation. Conseil 5. Ne cherche pas l'approbation. Fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Nous vivons dans un monde où la validation externe est devenue une obsession. Nous cherchons tous l'acceptation, mais au fond, le véritable respect ne se gagne pas en faisant ce que les autres attendent, ni en suivant la voie facile de la popularité. Les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils s'intègrent, lorsqu'ils suivent les attentes des autres. Mais ce confort est ce qui t'éloigne de gagner un véritable respect, le respect qui vient d'être authentique, de faire ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. Le respect ne se gagne pas en plaisant aux autres, ni en suivant les règles d'un jeu que tu n'as pas choisi. Si tu te bases sur ce que les autres veulent que tu fasses, tu finiras par perdre de vue ce qui compte vraiment. La véritable force réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te soutient, même lorsque ce qui est juste te met en conflit avec les autres. C'est ce qui te donne du pouvoir, c'est ce qui te place dans une position de véritable respect. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est populaire, tu construis une réputation solide, une réputation basée sur l'intégrité. L'intégrité est ce qui fait de toi une personne digne de respect. Les gens peuvent suivre la foule, ils peuvent se joindre à ce qui est à la mode, mais ce qui perdure vraiment, c'est l'authenticité. La popularité s'estompe. Le respect pour quelqu'un qui suit son propre chemin, qui prend des décisions basées sur des principes, ne se démode jamais. Ne te trompe pas, faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, loin de là. Il est beaucoup plus simple de suivre ce que la majorité fait, de se conformer, d'éviter les conflits. Mais si tu veux vraiment être respecté, tu dois être capable de marcher seul lorsque la foule va dans une autre direction. Ceux qui te respectent ne te suivront pas simplement parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre ou voir. Ils te suivront parce que tu es cohérent, parce que tes actions parlent de ce que tu es réellement et non de ce que les autres attendent que tu sois. Chaque fois que tu choisis la bonne option, même si elle est impopulaire, tu gagnes plus que l'approbation temporaire des autres. Tu gagnes le respect de ceux qui t'observent et, plus important encore, tu gagnes ton propre respect. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide si tu sais que tu fais ce qui est juste. Si tu bases ta vie sur le fait de plaire aux autres, tu perdras ton authenticité et, avec elle, ta capacité à générer un véritable respect. Le respect que tu cherches est construit par la fermeté avec laquelle tu suis tes propres principes, peu importe les pressions externes. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, ils peuvent même rejeter ce que tu fais, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est te retirer ta dignité si tu restes ferme dans ce que tu sais être juste. La popularité est éphémère et vide, mais la dignité et le véritable respect sont éternels.
Ce n'est pas le moment de chercher l'approbation ni de céder à la médiocrité. Si tu n'es pas prêt à faire ce qui est juste lorsque tout le monde te pousse vers la facilité, vers le confort, alors tu te dépouilles de ta propre valeur. Le respect ne se mendie pas, il se conquiert. Et tu le conquiers en faisant ce que tu dois faire, peu importe les critiques ou le rejet. Si tu n'es pas prêt à être toi-même et à maintenir ton intégrité face à l'adversité, ne te plains pas lorsque les autres t'ignorent ou te méprisent. Parce qu'au final, le respect ne se construit pas avec de faux sourires, ni avec des attitudes qui s'adaptent à ce que les autres veulent. Il se construit avec des décisions fermes, des convictions inébranlables et la certitude que ce qui est juste sera toujours supérieur à ce qui est facile. Conseil 6. Sois cohérent entre ce que tu penses, dis et fais. Sais-tu ce qui détruit le plus le respect? L'incohérence. Les gens ne respectent pas ceux qui disent une chose et en font une autre. Le respect se construit lorsque tes paroles et tes actions sont alignées, lorsque ce que tu penses, dis et fais reflètent la même vérité. Si tu n'es pas cohérent, tu crées un vide entre ce que tu prétends être et ce que tu es réellement. Personne ne respecte quelqu'un qui n'agit pas selon ce qu'il prêche. Pourquoi quelqu'un devrait-il te suivre ou te faire confiance si tu n'es pas capable de tenir ta parole? L'incohérence est une faiblesse, et les gens peuvent détecter cette faiblesse à des kilomètres de distance. Si tu dis que tu valorises quelque chose, mais que tes actions démontrent le contraire, tu ne perds pas seulement en crédibilité, tu perds en respect. Personne ne te prendra au sérieux si tu ne te présentes pas tel que tu es. Si tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis et fais. Les gens ne respectent pas les promesses vides. Ils ne respectent pas les paroles qui ne sont pas soutenues par des actions. Ce qui compte, ce sont les faits, pas ce qui est dit sous la pression. Si tu veux gagner du respect, tu dois vivre selon ce que tu prêches. Il ne suffit pas de parler de valeurs, de principes ou d'intentions. Tu dois démontrer par chaque action que tes paroles ne sont pas seulement du vent, mais qu'elles ont un but. La cohérence ne génère pas seulement du respect, elle génère aussi de la confiance. Quand on te voit agir avec congruence, les gens commencent à croire en toi. Ils voient que ce que tu dis a du poids, que tes paroles ne sont pas seulement une façade. Tu es un exemple à suivre parce que tu démontres à chaque action que tu vis selon les mêmes règles que tu prêches. Personne ne te respectera si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais jamais. Personne ne te respectera si tu es d'une manière en public et d'une autre en privé. Les gens respectent ceux qui sont capables de rester fermes dans n'importe quelle circonstance, qui ne changent pas selon la commodité. Si ce que tu penses n'est pas ce que tu dis et ce que tu dis n'est pas ce que tu fais, alors il n'y a pas de base pour le respect. Tu construis une façade qui s'effondrera au premier vent fort. Si tu veux vraiment être respecté, tu dois être la même personne dans tous les aspects de ta vie. Tu ne peux pas te diviser entre ce que tu crois et ce que tu fais pour plaire aux autres. La cohérence n'est pas négociable, c'est la base de toute relation solide et de respect véritable. Le respect se gagne avec la constance, en étant le reflet de ce que tu penses et de ce que tu dis. Tu ne peux pas demander le respect si tu ne le démontres pas d'abord dans tes propres actions. Si tes paroles ne correspondent pas à tes actions, alors tu ne te respectes pas toi-même. Personne ne suivra quelqu'un qui n'est pas capable d'être cohérent avec lui-même. Et à la fin, ce que les gens respectent, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand personne ne regarde. Conseil 7. Choisis l'action, pas la plainte. Dans un monde rempli d'excuses et de lamentations, la plainte est devenue une habitude. Mais laisse-moi te dire quelque chose de clair. Se plaindre ne change rien. Les plaintes ne résolvent pas les problèmes. Elles n'améliorent rien, elles ne font que consommer ton énergie et ton temps. Si tu veux vraiment gagner du respect, si tu veux que les autres te prennent au sérieux, tu dois arrêter de te plaindre et commencer à agir. La plainte est un refuge pour les faibles, pour ceux qui préfèrent blâmer les circonstances plutôt que de prendre le contrôle de leur vie. Si tu te plains, tu n'admets que ton impuissance.
Tu dis que tu n'es pas capable de changer la situation, que tu préfères rester coincé dans la souffrance plutôt que de chercher des solutions. Le respect se gagne avec des résultats, pas avec des paroles vides. Personne ne respecte quelqu'un qui se plaint constamment. Les gens respectent ceux qui font face aux problèmes de front, qui cherchent des solutions, qui agissent. Ceux qui restent dans la plainte ne progressent jamais. Ils sont tellement occupés à se lamenter sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils n'aiment pas, qu'ils perdent de vue ce qu'ils peuvent faire pour le changer. Chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu donnes à la vie le pouvoir de te contrôler. Au lieu de prendre les rênes et d'avancer, tu préfères rester coincé dans une mentalité de victime. Ne laisse pas la plainte être ta façon d'exister. Lève-toi et fais quelque chose. Si tu n'es pas content de quelque chose, change-le. Ne reste pas à attendre que le monde le fasse pour toi, parce que le monde ne te doit rien. Si tu veux du respect, tu dois le prouver par l'action. Personne ne respecte ceux qui se sentent victimes de leur propre destin. Le respect se gagne avec des décisions fermes, avec des pas qui vont vers le changement, pas avec des plaintes qui ne font qu'alimenter la passivité. Le monde est plein de gens qui se plaignent de leurs circonstances. Mais les gens qui réussissent vraiment sont ceux qui choisissent l'action, ceux qui font face aux problèmes et ne restent pas coincés en eux. Se plaindre ne fait que te diminuer. L'action te grandit. Ne perds pas ton temps à te lamenter sur ce que tu ne peux pas contrôler. Fais ce qui est en ton pouvoir pour changer ce que tu peux. Le respect ne se gagne pas avec des excuses, il se gagne avec l'effort, avec des actions qui démontrent que tu ne t'arrêtes devant rien, que tu ne te contentes pas de la médiocrité. Les plaintes sont pour ceux qui ne sont pas prêts à se battre pour ce qu'ils veulent. Si tu veux vraiment que les autres te respectent, montre que tu n'as pas peur de faire ce qu'il faut pour t'améliorer, pour changer, pour avancer. Choisis l'action, pas la plainte. La plainte ne te maintient qu'au même endroit. L'action te fait avancer, te mène au succès, te mène au respect. Et c'est le seul chemin que tu dois suivre. Conseil 8. Donne l'exemple, non seulement en parole, mais aussi en action quotidienne. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Nous pouvons tous parler de ce en quoi nous croyons, de ce que nous désirons ou de ce que nous prévoyons de faire. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les actions que nous entreprenons chaque jour. Si tu veux gagner du respect, tu dois démontrer par tes actes ce que tu dis. Tu ne peux pas demander du respect si tu n'es pas prêt à vivre selon les principes que tu prêches. La véritable autorité ne se gagne pas avec des promesses ou des discours, mais avec la constance de tes actions quotidiennes. Parler de responsabilité, d'honnêteté ou de travail acharné n'a aucun poids si tes actions ne reflètent pas ces mots. Chaque fois que tu agis de manière incohérente avec ce que tu dis, ta crédibilité diminue. Le respect ne se réclame pas, il se gagne. Et cela se fait par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu te considères comme quelqu'un digne de respect, alors agis comme tel dans chaque situation, pas seulement quand cela t'arrange ou quand il y a des gens qui regardent. Les gens te respecteront quand ils verront que ce que tu fais soutient ce que tu dis, sans exception. Si tu affirmes que tu valorises l'honnêteté, mais que tu mens, que tu valorises l'effort, mais que tu cherches des raccourcis, ou que tu valorises le respect, mais que tu agis de manière méprisante, personne ne te prendra au sérieux. Les paroles vides sont faciles à dire, mais c'est le comportement constant, jour après jour, qui construit réellement le respect. Si tu te vantes d'être quelqu'un de principe, mais que tu ne suis pas ces principes dans ta vie quotidienne, alors tu n'es tout simplement pas digne de respect. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois être la première personne à te respecter toi-même et à vivre selon ce que tu prêches. Quand tu donnes l'exemple par tes actions, tu ne démontres pas seulement tes principes, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Les gens suivent l'exemple, pas les mots. Si tu agis avec cohérence et constance, tu n'auras pas besoin de demander du respect. Tu le gagneras naturellement. L'influence de ton exemple sera beaucoup plus puissante que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Les gens qui respectent vraiment quelqu'un sont ceux qui voient que cette personne vit selon ses propres règles, sans faire d'exception, sans céder à la commodité.
Ceux qui t'entourent peuvent détecter le faux à des kilomètres. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. La véritable grandeur se démontre par la façon dont tu agis quand personne ne te regarde, quand il n'y a pas de public qui attend que tu te comportes de manière exemplaire. C'est là que le respect est gagné. Si tu veux être quelqu'un digne de respect, il ne suffit pas de parler de ce que tu feras, fais-le. Ne demande pas de respect, gagne-le tous les jours avec tes actions. Les mots sont éphémères, mais les actions laissent une empreinte profonde et durable. Si tu veux vraiment être respecté, commence à être l'exemple que les autres suivront. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.